Bonjour à tous, bienvenue sur Télébilingue pour Info Été. Il y a 20 000 ans, ici, la région était recouverte d'une épaisse couche de glace, environ 500 mètres au-dessus du lac de Bienne. De gigantesques glaciers se répandent et se retirent au nord des Alpes, laissant derrière eux des témoins de leur passage, comme ce bloc erratique ici, en face de la gare d'Annette. Pour en parler, un spécialiste de ces témoins du passé, Monsieur Fritz Schlunegger, vous êtes professeur de géologie à l'université de Berne. Première question, il vient d'où ce gros caillou? Oui, ce caillou, cette roche vient du Valais. La distance est à peu près 80 km. Eh bien moi je vous propose qu'on en parle parce que son voyage nous intéresse beaucoup, mais d'abord l'actualité du jour. Moins de 10% des participants au Festival international d'échecs de Bienne sont des femmes. C'est encore un sport très misogyne, je trouve. Il y a beaucoup d'hommes. Pour changer la donne, une compétition féminine est organisée. Samuel Attala rêve de devenir une star. Il a réalisé un pas supplémentaire dans ce sens grâce à sa participation à Mister Suisse francophone. Et comment la pierre Heidenstein à Bienne a permis de faire avancer les connaissances en géologie. Sans dame, pas de jeu d'échecs. Et la reine est la pièce la plus puissante du jeu. Mais dans les compétitions d'échecs, les femmes sont souvent sous-représentées. Par exemple, le tournoi des maîtres du Festival international d'échecs de Bienne compte 132 participants. Parmi eux, seules 11 femmes y prennent part. Pour tenter de remédier à ce manque, les organisateurs de la compétition biennoise ont ajouté un tournoi féminin. Ici, les Suissesses affrontent les Françaises. Julia Avilova défend les couleurs de l'Helvétie. C'est très bien que les femmes soient maintenant plus représentées. Les jeunes filles voient ainsi que les femmes jouent aussi aux échecs. Parce que les échecs sont un sport où il y a vraiment beaucoup d'hommes. La Française Margot Moracchini trouve que c'est une belle occasion de jouer contre les Suissesses. Elle apprécie qu'à Bienne, les femmes aient plus de visibilité dans ce sport. Plus on donne de la visibilité, mieux c'est, parce que c'est encore un sport très misogyne, je trouve. Il y a beaucoup d'hommes, il y a une certaine oppression dans le sens où les hommes sont tellement représentés que les femmes sont parfois considérées comme moins bonnes, alors qu'on a plein d'exemples comme Judith Polgar par exemple, ou Marie Sebag en France, ou même en Europe et au monde. La Fédération internationale des échecs, FIDE, a proclamé l'année 2022 comme celle de la femme. Les organisateurs du tournoi d'échecs international de Bienne ont donc ajouté au programme un tournoi féminin. C'est toujours important de promouvoir les échecs. Ça peut motiver des garçons, mais aussi des filles à s'y mettre. La tendance est donc d'encourager les deux à jouer aux échecs. Julia Avilova et Margot Moracchini n'ont pas eu d'idole féminine d'enfance qui les ont fait commencer ce sport. Elles en sont arrivées à déplacer les pièces sur l'échiquier par des voies différentes. C'est mon père parce qu'il m'a appris à jouer à 3 ans. Et il joue lui-même et il est entraîneur. Et c'est lui qui m'a donné envie en fait, de commencer. Sinon, je pense que je n'aurais pas connu les échecs sans lui. J'étais très jeune et dans ma chambre, il y avait un très vieil ordinateur. Il n'y avait pas beaucoup de jeux, le seul c'était un jeu d'échecs. Alors j'ai demandé à mes parents, c'est quoi ça? Ils m'ont alors montré comment les figures se déplaçaient et j'ai pris plaisir à y jouer. À l'avenir, les tournois d'échecs ne sépareront toutefois pas les sexes. À l'exception de ce seul tournoi féminin, les compétitions sont mixtes. Le plus grand rêve de Samuel Attala, être sous les feux de la rampe. Le modèle de Tavannes a fait un pas de plus dans cette direction en devenant Mister International au concours de Mister Suisse francophone la semaine dernière. C'est vraiment un monde qui me correspond, je suis quelqu'un d'extravagant. Et puis j'ai toujours aimé faire des photos, faire des vidéos, Et puis je me suis jamais posé la question sincèrement à me dire mais pourquoi j'aime tout ça? J'ai chaque fois donné mon téléphone à quelqu'un qui me filme, etc. Et puis finalement en fait c'est ça, c'est parce que je dois être dans ce monde-là. Que ça soit, je sais pas encore quoi, hein. Je sais pas encore des chemins tracés, mais je sais que je dois finir là-dedans. Cette distinction lui a permis d'évoluer dans la vie, mais elle va aussi lui donner la chance de participer à un concours international, Mister Global.
Il n'y représentera pas la Suisse, il concourra donc sous les couleurs du pays d'origine de son père, le Cameroun. Ce concours est un tremplin pour les modèles, explique Freddy Avmedeski. Alors certains vont se développer ici en Suisse en intégrant des agences de mannequins ou en faisant des publicités ou autres. Et d'autres préfèrent partir à l'international où là-bas ils peuvent être repérés. Et nous avons eu déjà des candidats qui ont fait pendant 3 mois, 4 mois du mannequinat à 100% en Asie. Donc ces concours internationaux, c'est un peu un moyen d'être repéré, même si on ne gagne pas, et de pouvoir poursuivre dans ce milieu. Après, ce n'est pas le cas de la majorité des candidats. Pour que Samuel Atala puisse participer à cette compétition internationale, il sait qu'il doit encore manger beaucoup et s'entraîner avec des poids. Il veut gagner de la masse musculaire sur le haut du corps. Il s'entraîne donc jusqu'à 5 jours par semaine. Le monde du mannequinat est très exigeant. Chaque fois on va sur scène, on fait un défilé, on doit enlever le t-shirt, le public doit voir, doit noter, doit juger. Donc on travaille pour quelque chose et on le voit tout de suite. Et quand tu as bossé, les gens ils le voient tout de suite, ils disent mais Sam, t'as pris du poids, et puis ça c'est juste amazing. Il ne peut pas encore vivre uniquement du mannequinat. Samuel Atala est réceptionniste chez Longines. Ces deux mondes, de la mode et du travail, s'accordent parfaitement. Quelque part, c'est un peu du modeling ce que je fais, parce que je dois quand même toujours être bien habillé, bien présenté. Notre slogan, déjà, l'élégance, c'est une attitude. Donc on doit vraiment toujours rester un petit peu chic, un peu classe. Donc c'est un peu des deux, c'est un peu un mix des deux. En automne, ces aventures se poursuivront en Thaïlande où il se mesurera à 50 autres participants dans le cadre du concours de Mister Global. De retour à Annette, au parc des blocs erratiques avec mon invité Fritz Schlunegger. Vous m'avez dit qu'il venait du Valais. Il a fait environ 80 km. Comment vous pouvez expliquer ça très précisément? Alors, une pièce d'évidence, ce sont les cailloux là-dedans. On voit qu'ils sont un peu... il y a des blocs ici, puis c'est un bloc ici aussi, c'est un peu carré. Et cela, on appelle le conglomérat de Valorcine. Et maintenant, on trouve ces blocs comme roches dans le Valais, dans cette région. Et c'est 80 km qu'il faut transporter les blocs du Valorcine ici. Et ça peut se passer avec un glacier. Pourquoi est-il si important de comprendre l'histoire de ces blocs erratiques? Alors, ce sont des documents très importants pour l'évolution géomorphologique, géographique aussi de notre région. Et on essaie de comprendre, basé sur ces informations, où se trouvent des rochers, des souterrains pour l'eau, par exemple. Et à quoi ça sert ensuite? Et puis ça sert pour prédire où il y a des aquifères, pour gagner de l'eau, aussi pour la géothermie, ça donne aussi des informations très importantes. Et puis aussi pour construire pour un stockage pour les déchets nucléaires. Là, il faut prédire la future de notre pays. Vous avez parlé avant de cette période de glaciation qui a amené ces blocs erratiques ici. Il y en a eu plusieurs, très importantes pour la région. Vous pouvez m'en parler un peu plus? Oui, c'est la glaciation il y a 20 000 années. C'est la grande, la dernière. Puis il y a une plus grande avant la dernière. C'est il y a, je pense, 170 à 200 000 années. Et puis il y a la plus grande, c'est à peu près 500 000 années avant. Et est-ce que vous pouvez dire comme ça que du coup, on va revivre des glaciations? Oui, on va revivre des glaciations parce qu'entre ces très grandes glaciations, il y a des glaciations plus petites. Alors les glaciers, ils avancent, ils retirent, ils avancent, ils retirent, et puis ils avancent très lentement, et puis ils retirent, et puis ça recommence plusieurs fois par chaque 40 000 années. Pourquoi est-ce qu'il y a ces périodes de glaciation? Oui, ça dépend un peu du bilan, de l'énergie de notre Soleil. Parce que, ici, c'est la Terre, alors l'axe de rotation n'est pas vertical, l'axe de rotation est incliné un peu. Alors la Terre fait cela, par ronde autour du Soleil, mais un peu comme une ellipse. Et puis cet axe aussi fait cela. Et la combinaison
de ces mouvements. Alors ça donne le bilan énergique et à cause de cela, on était périodes varmes, chaudes comme aujourd'hui, mais aussi on a des périodes très froides comme pendant une glaciation. Le Seeland a été vraiment marqué par ces périodes de glaciation. Ah, ben oui. Je vous propose qu'on aille voir ça à Serlier d'ailleurs, mais avant cela, un reportage de Sophie Christ sur le canton de Berne qui souhaite répertorier tous les objets géologiques du canton. Une légende raconte que le diable en personne aurait déposé le Heidenstein dans la forêt de Madretsch. Mais ce bloc erratique, venu du Valais, a aussi fait parler les scientifiques du 19e siècle. Il les a aidés à comprendre l'histoire de la Terre. On n'arrivait pas à s'imaginer comment la Terre s'est formée. Longtemps, on ne savait pas que la Terre a vécu des périodes de glaciation. Les blocs erratiques ont permis de le comprendre. Et comme les blocs erratiques étaient utilisés dans la construction, on s'est tout à coup dit qu'il faudrait protéger ces objets importants pour la science. Halt! Das ist etwas Einmaliges. Es ist für die Wissenschaft interessant. Anhand von diesen Objekten kann man die Geschichte der Erde nachvollziehen. Le canton de Berne protège le Heidenstein en tant que monument naturel depuis 1940. C'est le cas de beaucoup de blocs erratiques. Mais dès qu'il s'agit de géotopes, c'est-à-dire des équivalents des biotopes pour le monde minéral, le canton de Berne perd sa vue d'ensemble. Il répertorie actuellement 36 géotopes représentatifs, comme la Combe-Grède ou les gorges de Douane. Des profs d'université, des gens qui ont écrit des fiches géologiques. Nous avons contacté tous les experts et expertes que nous connaissons pour qu'ils et elles nous livrent des propositions de géotopes. Le projet en est encore à ses premiers pas, difficile pour le moment d'estimer l'ampleur de la tâche. Les propositions des experts et expertes arriveront le printemps prochain. Le canton aura ensuite un peu moins de 3 ans pour boucler son inventaire et combler ses lacunes en termes de géotopes. On s'est placé sur un magnifique point de vue dans le village de Serlier. On observe le Chasseral derrière nous, le lac de Bienne, un magnifique paysage mais qui ne ressemblait pas du tout à ça à la période glaciaire. Oui, c'est ça, c'est vraiment. Oui, le cas, on peut consulter une carte, la carte glaciaire de la Suisse. Alors on voit la Suisse en bleu, tout en bleu. C'est la Suisse sous les glaciers. C'est Genève ici, la ville de Bienne, aussi des glaciers. Puis ici à Soleure, c'était la fin du glacier de Rhône. Glacier du Rhône. Ouais. Et puis Berne, aussi sous en glacier, Zurich sous en glacier. Et les périodes pas glaciers, c'est la région de Napf, de Hörnli, de Schwarzenburg. Et le Chasseral. Et voilà. Le Chasseral sortait de la glace. Oui, c'est ça. Vous m'avez parlé de 2 périodes de glaciation importantes. Elles ont laissé des traces différentes. Oui, on voit des roches. Les glaciations anciennes, c'est la glaciation de Würm, dans cette colline ici. Mais puis il y a aussi une glaciation plus ancienne, mais plus grande. Alors les traces, les roches sont dans un horizon plus loin et plus haut. Alors c'est la glaciation plus grande, c'est la glaciation de Ries. Et entre ces deux, il y a eu d'autres petites glaciations qui ont laissé des traces aussi. Oui, mais c'est plus difficile de les voir parce que là, on doit aller dans des graviers pour les étudier. Et cela, c'est un peu plus délicat. Et après, quand ces glaciers sont repartis, ou ils ont fondu, ils ont laissé un énorme lac, c'est juste? Oui, c'est ça, c'est vraiment le cas. Alors ce lac énorme, c'est terminé à Soleure. Maintenant, ce que vous voyez, c'est le reste. Le reste de ce grand lac. Oui, c'est ça. Ouais. Dans l'emplacement des 3 lacs qui nous entourent, le glacier a également joué un rôle. Oui, c'est ça, c'est vraiment le cas parce que les glaciations ont fait des collines très élongées, comme se trouve ici, mais aussi des cuvettes, comme les lacs. Alors l'érosion, le potentiel de l'érosion des glaciers, c'est énorme, ça creuse des grandes cuvettes. Et puis, est-ce qu'on peut dire, vu qu'on se trouve dans le Seeland, le jardin potager de la Suisse, on change complètement de sujet, mais est-ce qu'on peut dire que le glacier a une influence sur l'agriculture suisse? Oui, c'est aussi la responsabilité des glaciers parce qu'ils ont fait des cuvettes très profondes, mais aussi des régions pas assez profondes. Et là, il y avait des marais après le retirement des glaciers. Et voilà, c'est notre agriculture. Qui nous a donné cette belle terre agricole. C'est ça, exactement. C'est une belle conclusion pour parler des glaciers qui ont recouvert notre région. Merci beaucoup, Monsieur Schlunegger.
Alors cet épisode est terminé, mais demain on se retrouve. On va dans les gorges du Taubenloch également pour parler géologie. À très bientôt.